Bonjour et bienvenue sur Allez savoir de KTO. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une formulation bien connue de la culture russe qui est la formulation Moscou, 3e Rome, Moskva, Tretий Рим. Alors c'est une formule qu'on conserve souvent à l'esprit pour désigner la spécificité de l'Empire russe et la manière dont la Russie s'est constituée elle-même comme un empire. Alors que signifie cette phrase? D'où vient-elle? Comment la comprendre? Comment l'interpréter? Et quelles ont été les conséquences de cette phrase sur l'histoire longue de la Russie? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Tout d'abord, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient d'une lettre qui a été envoyée par un moine qui s'appelle Philoté de Pskov au roi de Moscou qui s'appelait Ivan III en 1508. Dans cette lettre, le Philoté de Pskov a cette formule Dva Rima pali a tretий стоит, а четвертому не бывает. Deux Roms sont tombés, il n'y en aura pas de quatrième. Alors comment comprendre cette phrase encore une fois? Il faut revenir un petit peu avant dans l'histoire de l'Empire byzantin. Les Byzantins se sont conçus eux-mêmes comme le prolongement naturel de l'Empire romain. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, ils sont devenus, comme chacun sait, l'Empire romain d'Orient. À ce titre, ils ont récupéré à leur compte le caractère universel de Rome, qu'ils entendaient prolonger avec leur propre doctrine, leur propre gouvernement et leur propre théocratie. Avec la chute de Constantinople de 1453, cette chute a donné lieu à une difficulté théologique majeure. Comment expliquer que l'Empire universel, protecteur des chrétiens, se soit effondré, alors même que la fin des temps n'était pas advenue, alors même que le Christ n'était pas revenu sur la terre pour mettre ainsi fin à l'histoire du monde? Ce questionnement théologique majeur a donné lieu à de multiples controverses, et tout particulièrement à une anxiété au sein des autres pays de rite grec, au sein des autres pays de tradition orthodoxe, tout particulièrement en Russie. Alors cela a donné lieu a posteriori à une doctrine que le philosophe Vassili Zenkovski appelle l'empire errant ou le royaume errant, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'empire avait en quelque sorte déménagé vers un autre lieu. Et c'est la Russie qui va ainsi réaliser la prophétie de Philoté de Pskov quelques années plus tard, lorsque Ivan le Terrible se proclamera tsar de toutes les Russies en 1547, reprenant alors l'universalité laissée en suspens par la disparition de l'Empire byzantin. Alors la reprise du titre de tsar, qui veut dire en russe simplement César, va considérablement bouleverser la conception que la Russie a eue d'elle-même, la façon dont elle s'est rapportée à sa propre histoire, à son propre rôle dans l'histoire, si l'on peut dire. À cette époque, lorsque Ivan le Terrible s'est proclamé tsar, cette nomination, cette revendication s'est accompagnée de victoires militaires de la Russie sur les Mongols qui ont chassé ces derniers de Kazan. D'une certaine façon, cela validait l'élection du nouvel empereur par Dieu et donc validait la politique expansionniste d'Ivan le Terrible. Plus tard, cela va continuer d'irriguer l'idée selon laquelle la Russie avait une destinée exceptionnelle, qu'elle n'était pas un pays comme les autres, qu'elle n'était pas un pays parmi les autres au sein de l'histoire du monde, mais bien un pays à part qui devait en quelque sorte héberger cet empire universel protecteur de tous les chrétiens disparu avec Byzance. Alors cette formule, Moscou, 3e Rome, a eu, j'ai un petit peu essayé de le suggérer, des répercussions au long cours sur l'histoire de la Russie. Mais il faut s'appesantir sur le 19e siècle pour voir les difficultés surnuméraires que cette conception va générer. Au 19e siècle, la Russie devient une puissance mondiale, européenne et même mondiale, notamment militaire, avec la victoire du tsar Alexandre sur Napoléon. Mais cette victoire militaire est une victoire en quelque sorte en demi-teinte. Au même moment, l'intelligentsia naissante, la classe que l'on peut dire des intellectuels en Russie, émerge et cette dernière va se poser une question qui va lui apparaître comme essentielle, pour ne pas dire existentielle, qui est comment expliquer que la Russie puisse être ce pays si à part, si exceptionnel dans l'histoire du monde, et en même temps, semble-t-il, un pays arriéré. Arriéré, bien sûr, selon les critères de la modernité politique et philosophique issue de la Révolution française, pour laquelle l'intelligentsia va se passionner. En fait,
ils se sont, pour une large part, conçus eux-mêmes non plus comme une nation à part, mais comme une nation en retard. C'est tout particulièrement ce que l'on appellera plus tard les occidentalistes, opposés aux slavophiles, donc c'est-à-dire ceux qui étaient plutôt attirés par l'Occident, en particulier la France et l'Allemagne, qui concevront ce ressentiment, qui concevront ce rapport problématique à leur propre pays. Il y a un poète du nom de Lermontov qui avait cette formulation « Prashai nemitaya Rossiya » « Adieu, Russie crasseuse », qui signifiait en quelque sorte que la Russie était un pays à haïr, non pas parce qu'elle était en soi détestable, mais parce qu'elle était arriérée et vivait encore au rythme du knut et de la servitude. Donc Moscou, troisième Rome, une formule qui résume bien à la fois le rapport que la Russie a à elle-même, a vis-à-vis de sa propre histoire, et qui synthétise aussi les difficultés qu'une partie des Russes ont eues vis-à-vis de leur propre histoire, vis-à-vis de leur propre être, vis-à-vis de leur propre identité.